Action. Bonsoir et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Parlons-en, le cinquième, il me semble. Je suis avec Romain Claude. Nous allons parler aujourd'hui des processus créatifs en tant qu'indépendant. Je me prénomme Nicolas Counil et je suis pour ce soir le maître de cérémonie, évidemment. Euh, et alors, petite question en intro déjà, le chat. Une petite musique en fond? Non, car j'ai peur du DMCA de Twitch. Je ne veux pas me faire ban. Ceci étant dit, je vais laisser Romain se présenter. Romain, ta vie, ton œuvre, rapidement, qui es-tu? Es-tu? Alors rapidement, je suis développeur de jeux vidéo, indépendant, mais on reviendra peut-être sur cette notion un petit peu plus tard. Voilà, donc j'ai un studio, que je co-dirige à Montpellier avec, ma collègue et co-directrice du projet Tinykin. Le studio s'appelle Splash Team. Et moi, je suis arrivé dans le jeu vidéo, on va dire, par la porte de la programmation et du game design, level design un petit peu plus tard. Voilà. Très très juste. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tinykin, déjà on va en parler, je pense, un petit peu quand même. Mais surtout, si vous voulez un jeu déjà sorti de la Splash Team, sachez que je suis évidemment engagé en tant qu'influenceur chez eux. C'est vrai ça, c'est vrai. On a une petite promotion Achetez Splasher. à chaque, voilà, à chaque édition des grands moyens, tous les jeudis soirs, ou presque. Achetez Splasher. On va en Et parler. oui, Mais achetez Splasher. On en parlera dans l'émission, mais c'est important. Je pense que ça n'existe plus. Il en reste des trucs physiques ou pas? En vrai. hein, les Switch Red Art Games, il y a moyen. Parce que les Limited Ah, ok. Run, on n'a pas fait de Switch avec Limited Run. Et en Oui. général, Limited Run, ça part vite. On a juste fait la PS4. Donc là, pour sûr, il n'y en a plus, à part sur eBay et un peu cher. Oui, j'imagine. Mais sachez qu'on ne touche rien sur les enchères eBay, évidemment. Évidemment, évidemment. Oui. Non, par contre, les Switch Red Art, il y a moyen. Faut aller voir sur le site de Red Art Games. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Édition Et, de euh, qualité. Mais sinon, il est disponible sur le eShop. Évidemment. et oui, oui. Parce que j'en ai pas parlé, évidemment. Présentation non préparée à l'arrache, mais C'est pas grave. avant ça, il y a eu un jeu par la Splash Team également, qui avait une composition un petit peu différente avant, donc qui s'appelle Splasher, jeu de plateforme en 2D, avec de la peinture, qui colle, qui rebondit, et c'est sorti en 2017 sur PC, Switch, Xbox Oui, c'est et à peu près PlayStation. partout en plus. Oh. Ouais, ouais, à peu près partout. Et c'est cool. C'est Mais cool grave. d'être allé aussi loin. Mais j'avoue. Donc, voilà pour la petite présentation de notre invité et de son parcours jusqu'à présent. Et son parcours, on va en parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, toi, Romain, tu as un historique chez un très gros développeur français, développeur-éditeur d'ailleurs. T'es passé chez Ubi et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, nous raconter sur ton passage à Ubi? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter sur mon passage à Ubi? Eh bien, Ubisoft, ça a été ma première expérience pro conséquente dans le jeu vidéo. Avant d'arriver chez Ubi, j'avais fait deux stages. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé dans l'informatique, j'ai fait un DUT d'informatique, je faisais déjà des projets de jeux perso à l'époque. À la fin de ces 2 années-là, j'ai fait un stage dans une boîte qui faisait du jeu sur mobile Ok, à Paris. Une boîte qui existe toujours d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Playsoft. ça me dit quelque Donc un chose. stage qui était assez chiant. C'était du portage de jeux mobiles, Ah oui, enfin oui, de oui. mobile à d'autres mobiles. Et c'était en 2006, donc à l'époque, c'était même pas les smartphones, c'était vraiment du Java assez chiant sur des Nokia machin chouette là. Et oui. Et ensuite, quand j'étais à Supinfo Game, puisque c'est ce que j'ai fait après mon DUT, donc école de game design et de gestion de prod, j'ai fait un stage chez Eden Games à Lyon. Hmm. Une boîte qui a failli mourir d'ailleurs, mais qui existe toujours, je crois.
Ok, Et c'était sur un jeu qui s'appelle, enfin, c'était sur le reboot de Alone in the Dark, donc qui était ok, sorti sur Xbox 360, qui était un projet assez chaotique. Donc j'ai fait un petit stage là-bas de 2 mois et des brouettes en tant que LD. Mais c'est surtout effectivement Ubi qui m'a apporté ma première vraie XP, puisque du coup, en sortant de l'école, j'étais embauché chez Ubi à Montpellier. hmm, Et j'étais game designer sur un jeu qui s'appelle Les Lapins Crétins, la grosse aventure. ouais, Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est sorti sur Wii. Et c'était donc Heu, les Lapins Crétins, c'était plutôt des party games à la base. Enfin, au tout début d'ailleurs, c'était un platformer 3D puisque ok. c'était censé être Rayman 4. Et Ensuite, c'était c'est Rayman devenu les versus Lapins Lapin Crétins. Crétin, ouais, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est devenu un party game et ensuite à Montpellier, ils ont fait un jeu d'action-aventure, donc les Lapins Crétins, la grosse aventure. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant, un peu plus d et en fait, je suis arrivé, le projet était déjà assez entamé, Ok, mais il restait beaucoup de choses à faire, à designer etc. Mais c'était déjà assez solide quand je suis arrivé ok. et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et en fait, pour moi, Ubisoft, c'était un peu comme une sorte d'école, c'est-à-dire que, j'ai fait des études avant, pendant 4 Mhm, ans, mhm. mais ça suffit pas, en fait, pour, vraiment, enfin, il faut faire de la vraie prod pour vraiment apprendre, à faire des jeux, globalement. Et après moi ce que je voulais, enfin je l'ai su assez tôt finalement, ce que je voulais c'était faire mes propres jeux. Donc du coup, Ubisoft, quasiment dès le début, je le percevais surtout comme une extension de l'école, mais j'avais pas l'intention d'y passer non plus, Ok. 20 ans, quoi. Bah, du coup, pour étayer ce que tu dis, sur le côté Ubi, c'est une école. Je crois savoir que tu aimes le genre platformer 2D et tu as quand même bossé sur les deux itérations de Rayman, les dernières, Origins et Legends, je crois. Tout à fait. Et du coup, C'est qu'est-ce que ça t'a apporté bah, du coup, sur le genre en lui-même? Ou est-ce que c'est des prods que tu as fait de bout en bout, du coup euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, ces deux prods-là? Alors c'est des prods, bon ce qu'il faut savoir, c'est que la seule prod que j'ai fait de A à Z, en partant de rien du tout jusqu'à une sortie, c'est Splasher. Ok, Tous les autres projets sur lesquels j'ai bossé avant, c'était des durées assez variables et à chaque fois, en général, le projet était déjà commencé ok, et je n'allais pas forcément jusqu'au bout. Donc par exemple, Les Lapins Crétins, la grosse aventure, je suis arrivé, le jeu était déjà commencé, j'ai bossé dessus jusqu'à la sortie. ok, Et ensuite, il y a eu les Rayman, sur lesquels j'ai enchaîné après avoir fait une petite parenthèse, à Singapour, chez Ubisoft toujours, ok, où je bossais sur un projet, qui était un party game pour Kinect, qui s'appelait Natal à l'époque. Enfin, Kinect s'appelait Natal au début. ouais, Et c'est un projet qui a été annulé. En fait, c'était une tentative. En fait, là, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Skull and Bones, qui est la grosse IP en préparation chez Ubi Singapour. Et en fait, à l'époque, ils ont fait d'autres tentatives d'avoir leurs propres IP. Et ce projet-là, c'en était une qui a foiré. Donc je suis resté quelques mois là-bas, ensuite je suis rentré en France. À l'époque, je commençais déjà à essayer de faire des projets indés, mais ça marchait pas trop. Je faisais un peu des protos dans mon coin et donc on m'a proposé de revenir à Ubisoft Montpellier pour bosser sur Rayman et en fait, ouais, quand je suis arrivé sur Rayman Origins, le projet était déjà commencé. C'est un projet qui a duré à peu près 2 ans et moi j'ai fait 8 mois dessus. Donc ok, je suis arrivé en janvier 2011. Le projet était déjà commencé depuis un peu plus d'un an et jusqu'à sa sortie donc qui a eu lieu en septembre 2011 je crois, si je dis pas de bêtises, ou octobre, quelque chose comme ça et ensuite on a enchaîné direct sur Rayman Legends et donc Rayman Legends du coup c'est le contraire. J'étais là au début et je suis ok, parti avant la fin. d'accord, ok, Et Rayman Legends, j'ai bossé un an dessus à peu près. Ça a été notamment aussi l'occasion de mettre en place, avec un ami, LD qui est, d'ailleurs maintenant, le lead designer de Moon Studio, donc qui a bossé sur Ori 2 ouais, notamment. ouais, Et en fait, ensemble, en fait, il faut savoir que l'équipe LD des Rayman, enfin, c'était un peu un roster de rêve, quoi. C'est-à-dire bah ouais, que quasiment tous les LD étaient vraiment des gens hyper créatifs, hyper compétents, aussi bien techniquement qu'artistiquement et ils sont tous devenus des choses trop cool. Ils ont tous des postes méga cool à droite à gauche maintenant
c'était vraiment un bon, en plus la plupart étaient débutants à l'époque sur, Rayman et du coup c'était vraiment un bon point de départ ce projet pour plein de gens et du coup justement là où je voulais en venir, c'est que c'est l'occasion notamment avec ce collègue et ami, Chris de, mettre en place, peut-être que vous avez joué au Kung Foot, sur, Ça me ça dit un existe truc, dans ça. Rayman Legends, c'est Oui, un oui, mini-jeu oui, oui, de complètement, oui, foot. oui. Voilà, donc on s'était tapé un délire à créer ça tous les 2. À la base, c'était un «mode» entre guillemets de Rayman Origins, mais Ok. qu'on a fait après la sortie de Origins. À la base, c'était juste un jeu de soirée. En fait, il y avait une soirée pour la sortie qui avait été organisée à Montpellier pour la sortie de Rayman Origins et du coup, on s'emmerdait un petit peu, enfin, c'était la fin de projet, il y avait pas grand chose à faire. On s'est dit: «Bah, tiens, vas-y, on va prendre le tool, on va faire un jeu avec et comme ça les gens pourront y jouer pendant la soirée, quoi». Ok. Et en fait, c'est parti de là et c'est resté du coup, c'est devenu un mini-jeu de Legends. Mais bon, on n'a pas fait que ça, loin de là, Oui, oui. mais c'est en fait, c'est un peu mon anecdote préférée parce que, quand tu cherches des trucs qui restent de ton passage Oui. dans un gros jeu comme ça, des fois, c'est pas grand-chose ou alors c'est des Hmm. choses que tu as faites mais qui se voient pas forcément directement. Tu vois, si je te dis, par exemple, j'ai prototypé, le geyser, j'ai prototypé le bumper, machin, bah, OK, mais Oui. en fait, dans le résultat, c'est très mélangé au reste Ouais. et du coup, c'est cool ce sentiment des fois d'avoir un truc qui est là, qui Ouais. est bien visible et tu sais que, tu y as participé, quoi et je trouve ça plutôt cool même si, bon, après quand tu passes en indé finalement, tu laisses un petit peu ça derrière toi mais c'est toujours sympa quand tu y repenses, ça fait des bons souvenirs, quoi. Complètement. Du coup, avec ces deux prods, et comme tu disais sur l'équipe des Rayman, t'avais un roster de rêve, est-ce que la plateforme 2D, t'aimais ça avant, ou c'est en bossant sur ces projets-là que de plus en plus tu t'es mis à aimer le genre et à te dire il y a quelque chose à faire, ou je veux en faire mon itération à moi qu'est-ce qui a, comment eu, comment a été le déclic sur Legends pour que tu te dises, bon ben je m'en vais, et quand je m'en vais, je vais faire un jeu de plateforme de A à Z alors que ça fait 2 ans que j'en fais. Eh bien, je vois où tu veux en venir, petit filou. Et bah, écoute, ouais, moi, c'est un genre qui m'a toujours intéressé. En fait, j'ai découvert le jeu vidéo avec la plateforme 2D, mais bon, en même temps, à l'époque de la NES, Oui. peut-être 70 des jeux étaient des plateformeurs 2D, donc c'était pas trop, enfin, c'est pas trop pas hyper original, tu vois? Donc en gros, j'ai commencé le jeu vidéo, le 1er jeu sur lequel j'ai mis les mains, c'était, Super Mario Bros 1, tout simplement, donc Ok. pas n'importe lequel, tu vois? C'est genre Ouais, tu commences avec un jeu emblématique, donc forcément ça te conditionne, tu vois, pour la suite, complètement. indubitablement. Sauf si tu te rends compte dès le début que tu détestes ce genre de jeu, ce qui est possible. Moi, en l'occurrence, j'ai adoré et ensuite, bah, pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai toujours été, assez, friand de platformers, mais c'est vrai qu'il en existait tellement des tonnes que du coup, je suis devenu assez vite assez exigeant. Ok. Ensuite, il y a eu les platformers 3D, les débuts sur PlayStation et puis ensuite les autres consoles derrière, il y a eu de plus en plus de choses en 3D mais c'est vrai que le genre platformer, ça m'a toujours, beaucoup, accroché, aussi bien en 2D qu'en 3D et en fait, j'avais vraiment envie c'était une de mes envies depuis que je veux faire du jeu vidéo, en fait, de Mhm. bosser sur un platformer pour, un projet, assez important, tu vois? Type, blockbuster, quoi, tu vois? Ok. Parce que même si, quand je disais avant que qu'Ubisoft, pour moi, c'était qu'un passage, il n'empêche que quand j'ai été embauché, chez eux, c'était quand même une volonté de ma part d'y aller, en fait. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas genre j'ai accepté ça par dépit, parce que Oui, je oui. pouvais pas faire de l'indé. C'est-à-dire j'avais vraiment envie d'y aller et en fait, je voulais voir ce que c'était que de bosser sur des gros jeux et si en plus c'était un platformer, alors là Ok. c'était parfait, quoi et pareil à l'époque, maintenant c'est plus du tout le cas, mais à l'époque j'aurais rêvé de travailler sur, je sais pas moi, du Prince of Persia ou même des choses un peu moins platforming, mais quand même, très cool dans le feeling de déplacement, genre Assassin's Creed et compagnie. Ça m'aurait fait rêver de bosser là-dessus à l'époque. Mais bon, après je me suis plus Ouais. concentré sur le fait de vouloir faire
mes propres jeux. Et du coup, le platformer, finalement, avec Splasher derrière, c'est la suite logique du truc, quoi. Ok, donc en gros, oui, t'as l'amour du genre, t'as l'envie d'expérience et du coup tu cumules les deux vu que t'as de l'expérience sur un genre que t'aimes bien et du coup la volonté de faire tes propres jeux, ouais, t'as dû avoir, enfin est-ce que t'as eu une occasion, tu t'es dit bon bah là c'est le moment, là je subis et je me lance, ou ça te démangeait trop et tu t'es dit bah là j'en peux plus, il faut que j'aille prototyper mes trucs. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis on va dire le lycée, en gros, j'ai cette envie de faire des jeux, mais en fait, pas depuis très jeune, parce Mhm. que, en fait, je m'intéressais à beaucoup de choses quand j'étais gamin et pas forcément que le jeu vidéo. Et notamment, je dessinais beaucoup. En fait, je pense que je me prédestinais plus à être graphiste à la base Ok, que GD prog. ouais, Mais à partir du moment où on m'a dit, bah, écoute, mon petit gars, si tu veux faire tes propres jeux, il va falloir se mettre à la programmation. eh oui, Donc, ça, c'est des choses qu'on m'a dit quand j'étais à l'IUT. Enfin, c'est ce qui a fait que j'ai fait un IUT d'info, c'est que pour me mettre à la prog, c'est parce que j'y connaissais rien et que j'avais beaucoup entendu dire que, donc beaucoup entendu dire, c'était à l'époque, c'était genre en 2002-2003 quoi. ok, Euh, En fait, j'ai eu mon bac en 2004, j'ai commencé l'IUT en 2004, mais justement, j'ai beaucoup entendu le discours de si tu veux faire tes jeux, il faut coder, oui, mon gars. Donc, faut du coder, ouais. coup, je me suis dit, ok, je vais abandonner un peu, enfin, abandonner, je vais mettre un peu de côté le dessin et, euh, et toutes ces choses. Enfin, je m'intéressais beaucoup au cinéma aussi à l'époque. Et je me suis concentré à fond sur apprendre à programmer, quoi. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que ben ça, ensuite, j'ai pas arrêté de le faire. C'est-à-dire que pendant que j'étais à l'IUT, je me faisais mes petits protos, mes petits projets perso. Je continue à le Ouais, faire aussi pendant que j'étais à Supinfo Game. Un peu ok, moins parce que j'étais dans une école de jeux vidéo, donc du coup, il y avait moins ce besoin d'en faire en plus à côté. ouais, Et ensuite, quand je suis arrivé chez Ubi, bah, j'ai continué à le faire. Donc au final, tout pendant que je bossais sur Les Lapins Crétins, tout pendant que je bossais sur Rayman, ou même tout pendant que j'étais à Singapour, en fait, sur mon temps libre, je faisais quasiment que ça, de hmm, essayer de créer des projets perso pour que peut-être un jour, ça devienne des vrais jeux qui sortent je vois. dans le commerce, quoi. Et donc, en fait, c'est juste que, arrivé à un moment en plein milieu de la prod de Rayman Legends, il y a eu un. Alors, déjà, j'étais un peu fatigué aussi parce que c'était des prods assez soutenus en termes de rythme de boulot, Origins et Legends. Ok, Et non seulement j'avais envie d'indépendance, mais j'avais aussi envie de prendre genre des grosses vacances, quoi. ok, Et ok, du ok, coup, j'arrivais en fin de CDD et la question s'est posée de est-ce que j'accepte un CDI ou est-ce que je me casse? Et du coup, je me suis cassé. ok, Ils m'ont proposé un CDI, j'ai dit non, en fait, j'ai pas envie de rester. ok, Et, et voilà. Et donc, et ensuite, bah, je me suis pas. En fait, ensuite, pendant un an, j'ai pas fait de jeux vidéo du tout. C'est-à-dire que cette envie de faire des jeux, de faire mes propres jeux, elle était là, mais elle était genre enfouie parce qu'elle était masquée par le fait d'être un petit peu dégoûté de passer autant de temps à faire des jeux, hmm, surtout si c'est pas les miens. ouais, ouais, Tous les sacrifices que ça demande pour rester chez Ubi jusqu'à 23h, minuit, faire ça pendant 2, 3 semaines. Enfin, en fait, au bout d'un moment, j'en avais un peu ras le cul et j'avais aussi d'autres centres d'intérêt que je voulais développer. Donc, en fait, pendant un an, j'ai pas du tout fait de jeux vidéo ouais, suite t'avais à autre Rayman chose, quoi. Legends. Je me suis notamment beaucoup intéressé au théâtre et au cinéma. Enfin, je m'étais inscrit dans une école de théâtre à Montpellier. Enfin, j'ai fait plein de trucs en rapport avec ça pendant un an. Ouais, Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, cette envie de faire des jeux était toujours là. Donc, du coup, à partir de l'été 2013, là, je me suis remis au boulot. Je me suis mis à Unity d'ailleurs, que je connaissais pas, parce qu'avant, je faisais mes projets avec des moteurs que je faisais moi-même. ok, Mais ça, en général, ça n'allait pas très loin, c'était pas des gros trucs. ouais, Et voilà, et du coup, là, je me suis dit, c'est bon, là, c'est le moment, quoi, tu vois. On va arrêter d'essayer, maintenant, on va faire quelque chose, quoi. Tu ouais. vois. Et du coup, Et, donc quand tu prends, bah, c'est pas une année sabbatique, mais en gros c'est une année où tu coupes un peu du dev et de la prod, t'as toujours cette envie.
la genèse de Splasher, donc t'aimes t'aimes le genre platformer, t'as bossé sur du platformer, du coup t'en connais les mécaniques parce que t'es hyper exigeant. Euh, Comment tu t'es mis en tête de. Enfin, tu t'as dû te dire, si je veux faire un platformer, il faut qu'il soit différenciant, il faut qu'il soit unique. Et ton processus au niveau du design, c'était quoi? C'était juste de l'itération où tu t'es dit je vais jouer à plein de platformers et je vais voir si je peux prendre des idées par-ci par-là. Comment, comment ouais, t'as procédé pour avoir le premier proto de Splasher en tant que tel? Et alors, c'était un petit peu, comment dire? Heu, C'était pas prémédité, et à la base, c'est parti d'envies qui n'avaient c'est pas que ça avait rien à voir avec Splasher, mais en tout cas, c'était pas du tout le même jeu. En Hmm. fait, au tout début, donc pour remettre les choses un peu dans le contexte, Ouais, Splasher, je l'ai fait, principalement avec un très bon pote à moi qui s'appelle Richard Vatinel, qui est, maintenant, dessinateur et prof de dessin et d'anime dans des écoles, notamment de jeux vidéo, mais aussi d'autres, types d'écoles d'art. Il donne aussi des cours, en ligne, et ça marche plutôt bien pour lui. Mais, à la ok, base, on a fait la même école ensemble, on s'est rencontrés à Supinfo Game et donc on avait tous les 2 un peu le même bagage d'avoir fait une école de jeux vidéo. On était tous les 2 GD au début dans des boîtes différentes. Moi, j'étais à ok, Montpellier chez Ubi, lui était dans une boîte à Angoulême qui faisait des jeux sur Facebook. Pas ok, terrible d'ailleurs, il se faisait un peu chier et en fait, tous les 2 on faisait des projets perso, chacun de notre côté ok, et donc moi, je faisais mes petits moteurs de jeu, et j'essayais aussi de designer des jeux, pour les faire tourner, sur le moteur. mhm. Sauf que je passais beaucoup trop de temps à dev du moteur et pas à designer les jeux, Eh alors oui, qu'au eh oui. final, je suis surtout un designer de jeux. La prog, c'est plus un moyen pour moi d'arriver à mes fins plutôt que quelque chose qui m'intéresse, énormément. Et lui, de son côté, il faisait des protos de jeux avec Flash, pas mal à l'époque, et avec, Construct. Ok. Qui existe toujours. D'ailleurs, je crois, je sais pas, il doit en être à Si, Construct 3, je Ouais, crois, c'est Construct 3, il me actuellement. semble, maintenant. Ouais. Ouais. Et donc lui, c'était sur la version 1, qui était, bon, qui était pas terrible à l'époque, mais qui permettait déjà de faire des trucs. Parce que lui, il Oui, était pas du tout programmeur ou quoi, il était pas du tout tech, en fait. ouais, ouais, je vois. Et en fait, régulièrement, parce qu'on se voyait assez souvent, pourtant on n'habitait pas très proches l'un de l'autre. Puis il a été entre Angoulême et Rennes après. Moi, j'étais à Montpellier, mais voilà, on se voyait 3 4 fois par an, quoi. Ok. Ce qui est pas mal avec la distance, Ouais. et en fait, souvent, on échangeait, on se montrait un petit peu nos projets, bah, voilà: «Tiens, regarde, en ce moment, je fais ça, ah tiens, regarde où ça en est, mon moteur et machin», et à un moment, il avait fait un projet, qui lui avait pris un peu plus de temps que les autres, qui s'appelait One Eye et en gros, c'était une sorte de petite alien dans un univers post-apo qui avait un œil au milieu de la tête et qui tirait des sortes de balles laser avec ses yeux, enfin avec son Hmm. œil. Ouais. Et c'était une structure Metroidvania, donc avec des tableaux, de la revisite, tu gagnais des pouvoirs, machin. Enfin, c'était assez basique finalement, mais le Ouais. jeu était plutôt pas trop mal foutu et assez cool à jouer. Et en fait, je lui ai dit, bah voilà, si t'es chaud, euh, on le fait, on prend mon moteur que je suis en train de faire et on design le jeu ensemble et on essaye de le sortir, quoi. Ok. Mais Ok. ça a pas duré longtemps. Ok. En fait, je me suis penché dessus pendant quelques semaines, mais au final, je me rendais bien compte que ce serait beaucoup trop long et fastidieux. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que moi, au début, ayant un bagage de programmeur et c'était cette espèce de fierté de vouloir tout faire Oui, soi-même, tu veux qu'ont tout faire beaucoup de tout seul, oui. programmeurs, je, je refusais enfin au début en tout cas, de m'intéresser à Unity. Pour moi, Unreal, c'était fait pour faire des mods. Enfin, Ok. j'étais pas spécialement dans le mood d'utiliser des middleware comme ça. Ok. Puis bon, à l'époque, quand je commençais à faire ce genre de proto, c'était genre 2009, enfin 2008-2009. Et en fait, à l'époque, ben, Unreal, c'était pas aussi développé que C'est maintenant. vrai. Unity, c'était les tout débuts et c'était un peu dégueulasse. Donc ça faisait pas trop envie, quoi. Hmm. Mais bon, au final, genre en 2013, quand j'ai quitté Ubi, je me suis dit, ok, je vais me réintéresser, enfin, je vais sérieusement m'intéresser à Unity. Euh, et, euh,
Et du coup, j'en ai reparlé à Richard en lui disant, bon, bah, est-ce que ça te tente toujours qu'on fasse un jeu ensemble? Il était chaud. Et du coup, j'ai commencé bah, tout en bas, c'est-à-dire faire des tutos pour apprendre à utiliser Unity, puis petit à petit gagner on va dire des connaissances dans l'utilisation de ce moteur. Ouais. Et puis de fil en aiguille, en faisant des tutos et en commençant à développer mon propre contrôleur, en commençant à mettre en place des bases de jeux de plateforme, parce que on avait toujours quand même un peu en tête cette idée de reprendre les bases du jeu que lui avait fait à l'époque, Ouais. qui nous avait plu. Alors je suis désolé, c'est peut-être un peu long, hein. Non, non, moi, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et en fait, donc on faisait des protos et au bout d'un moment, bon moi je m'inspirais beaucoup de parce que le côté Metroidvania m'intéressait bof. Ouais, Moi je voulais de l'action, un truc assez simple d'accès et très immédiat et du coup mon ok, mon maître étalon, c'était Super Meat Boy quoi, c'était mon maître d'accord. étalon. Ouais, Et du coup, je faisais des protos en essayant d'analyser comment fonctionne Super Meat Boy et essayer de reproduire un peu le type de contrôle qu'on trouve dans ce jeu-là. Ce qui est extrêmement difficile parce que ça a l'air simple ah vu non, comme c'est ça, mais l'enfer. en fait, Super Meat Boy, c'est Ouais, extrêmement complexe, extrêmement subtil avec beaucoup de paramètres et beaucoup voilà, de petites choses pas forcément perceptibles à l'œil nu dans le contrôleur, mais qui sont quand même présentes et que tu ressens quand tu joues. Et puis il y avait aussi donc le sang. Heu, dans Super Meat Boy, c'est utilisé pour te montrer tes précédents trajectoire. passages, Ouais, tes trajectoires. qui est Ouais, une idée d'ailleurs vachement cool. Et moi au début, je faisais un petit proto juste parce qu'il y avait des ennemis, déjà dans les premiers protos, pour que quand on explose des trucs, ça, gicle, du sang et que ça fasse des cales sur les murs. ok. Et en gros, je voulais que ces taches de sang soient interactives, mais à la base juste pour afficher des petits splosh-splosh quand on marche dessus, quoi, tu vois? Ouais, je vois, ouais. En gros, qu'on puisse reconnaître les taches sur les murs. Et puis un jour, on discutait avec un pote dans un bar et il me fait: «Mais pourquoi, tu fais pas du gameplay avec ça? Finalement, ça pourrait être intéressant». Et cette même personne m'a dit: «Bah, tiens, j'ai testé là, il y a pas longtemps, un projet étudiant». En fait, c'est le projet étudiant qui a été le point de départ pour les mécaniques de peinture dans Portal 2. Donc Oui, ça s'appelle, Power of Paint. oui, oui, je vois. C'est une sorte de FPS, donc avec un pistolet à peinture et donc dans ce jeu-là, on peut rebondir, coller. Je sais même pas Oui, si on peut oui, coller d'ailleurs dans celui-là et s'accélérer en fait. oui, oui. Et ça a été repris parce qu'en fait, Portal, c'est des projets qui se sont bâtis sur des projets étudiants. Oui, oui, je Portal sais, je 1, sais. c'était un projet étudiant, ils ont embauché toute l'équipe, ils ont fait Portal. Et le 2, c'est pareil, ils ont pris des projets étudiants pour alimenter le game design. Et je crois que d'ailleurs, ça venait de la même école, je suis pas sûr, mais enfin bref. Mais en tout cas, voilà. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, ouais, c'est cool. Et si on faisait pas ça, mais en 2D, quoi? Et dans un jeu plutôt rapide, parce que Power of Paint et Portal, c'est très puzzle, c'est très posé comme rythme. Hmm. Et nous, on voulait le faire dans un truc fast-paced, donc assez rapide, plutôt à la Meat Boy, quoi. Et donc voilà, et donc là, bah, le concept était Et, trouvé, et ensuite, on a commencé à faire le jeu en entier, quoi. et ça veut dire, ok, donc en gros, c'est vraiment un concours de circonstances. Toi, tu te mets Unity, tu veux faire des protos en simulant des mécaniques de Meat Boy, donc un FP, pardon, un platformer avec des contrôleurs aux petits oignons et une mécanique de décal, quoi, de splash, quoi. Tu te dis que tu vas faire de l'interaction avec ces décals, et c'est en buvant une pinte avec un pote dans un bar qui te dit non mais souviens-toi ce jeu étudiant, tu peux faire des trucs avec. Ouais, c'est Enfin, ça. ouais, c'est très indé comme processus. Ça me rappelle Ah bah les idées de bar mais avec oui, des pintes et des potes, c'est assez courant, ouais, c'est ouais, c'est ça, c'est assez ça. courant. Mais pas que dans l'indé, hein. Il y avait beaucoup J'imagine. de discussions de ce style quand on bossait sur Rayman, par exemple. Certains trucs ont fini dans le jeu. Enfin, Mais ce que disons je que veux dire, c'est de la création, quoi, oui, c'est finalement. ça, mais c'est de la création. Mais ce qui est intéressant, et à la différence de gros studios, c'est que les idées que tu as dans le bar pour des gros projets, tu vas aller soumettre ton idée, alors que dans un projet indé, tu vas la tester le lendemain, quoi. Enfin,
je trouve ça beaucoup plus Bah, c'est plus rapide direct. comme Ouais, c'est process. beaucoup plus direct en fait Ah oui, oui, c'est sûr. comme truc. Donc ok, donc du coup, la genèse, elle est là. Donc j'imagine que une phase de pré-prod commence. Et du coup, j'imagine que là, tu es au chômage. Il n'y a pas du tout d'idée d'éditeur ni rien. C'est Oui, je suis au tu le fais chômage, en oui. autofinancement quoi. En fait, je veux dire, il n'y a, pas de pré-prod et de recherche de financement à ce moment-là ou si. Eh bien, alors je m'excuse par avance si j'arrête pas de regarder à droite à gauche, parce qu'en fait j'ai Nico sur un écran et j'ai Discord de l'autre. Pas de soucis. Et comme il y a un petit décalage avec Twitch, du coup je C'est vrai. recentre. Bon, bref. Oui, euh, donc le chômage au début, ouais, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que parce que comme je disais tout à l'heure, pendant à peu près un an, Hmm. suite au départ d'Ubi, donc j'ai été un an au chômage, mais j'ai pas du tout fait de jeux vidéo et Ouais, j'ai concrètement pas bossé. ouais. J'en ai profité, donc j'avoue, j'ai profité du chômage pour Mais il faut. m'intéresser à des choses Oh. euh, pour lesquelles je n'avais pas eu de temps avant. Et ce qu'il y a, c'est que quand on a démarré Splasher avec Richard, il me restait encore du chômage. Donc là, j'ai commencé à toujours profiter du chômage, mais pour démarrer un projet Ouais. de jeu vidéo, comme beaucoup Oui, oui, oui. d'indés Complètement. français. Complètement. Et ensuite, heureusement, j'avais quand même des économies perso parce que on peut faire des heures sup chez Ubi, beaucoup d'heures sup des fois, mais souvent elles sont payées et du coup ça peut permettre de mettre un peu de thunes de côté. De toute façon, j'avais toujours dans l'idée de mettre de la thune de côté parce que je savais qu'un jour j'allais faire un projet indé, donc j'essayais de faire un peu attention. Et du coup, ensuite, quand il y avait plus de chômage, bah, ça m'a aidé à continuer. Il y a eu un peu aussi le RSA à la fin, histoire de Mais boucler le projet. Et on a aussi été aidé. Enfin, je ne sais même pas si la question initiale portait d'ailleurs sur sur comment sur comment on a amené le projet jusqu'au bout, mais en tout cas, ouais, on a été aussi aidé sur la fin par Dear Villagers, qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs. oui, Enfin, oui. on va dire par Plugin Digital C'est ça. pour la fin de la prod, mais. Mais ma question, enfin, en fait, t'as répondu à ma question, c'est que quand l'idée du projet Splasher tel quel, donc avec les mécaniques de peinture, etc., ça y est, l'idée est trouvée. À aucun moment, enfin, vous avez une intention de faire une vertical slice, d'aller toquer chez des éditeurs. Enfin, vous le faites le jeu en fait. On fait le jeu, sauf que, bah, tu sais, comme je te disais, on a quand même eu un éditeur à la fin Oui, à la toute fin, mais qui nous a donné un coup de pouce. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais cette envie de trouver un éditeur assez tôt, ah ok, puisque je commençais puisque en fait, donc on a démarré le projet fin 2013, et en fait, dès 2014, je commençais à essayer de trouver un éditeur. ok, Parce ok. que j'étais à peu près sûr qu'on aurait du mal à gérer toute la com, le market, juste Hmm. avec Richard et moi. Sachant que Richard est absolument pas là-dedans, mais genre à des kilomètres, et moi, bah, bof. Ouais, Et donc, du coup, il fallait s'y mettre, quoi. Et ok. du coup, j'ai arpenté un peu les salons et les festivals français, beaucoup en 2014 et 2015, pour essayer de rencontrer des éditeurs, notamment une fois à Paris, attends, c'était quoi? Ça s'appelait la Game Connection. Je sais Oui, pas ça si me ça te dit. Oui, parle. oui, 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 Et complètement, oui. en gros, c'est un peu la rencontre des développeurs, des éditeurs, des gens qui font du business dans le jeu vidéo. Et souvent, ça a Ouais, lieu en parallèle de la Paris Games Week. C'est genre deux tout à halls fait. collés, quoi. Et, euh, et en fait, ça m'avait un peu dégoûté parce que je me suis rendu compte que ce genre d'endroit, si t'étais déjà pas un studio bien installé, avec déjà Ouais, bien de la thune pour avoir ton petit stand. Ça, c'est le genre de rencontre, tu sais, de speed dating business où ouais, avoir une chaise et une petite table de rien du tout, ça coûte déjà 2000 balles et t'es là, tu fais oulala, on va se ouais. calmer là. Mais c'est ça, Déjà qu'on fait un jeu sur le chômage, on va pas en plus lâcher 2000 boules pour une chaise et une table. c'est ça. Donc c'était assez compliqué de rencontrer des gens, mais ceci dit, c'est quand même là-bas que j'ai eu mon premier contact avec Plugin Digital, où j'ai rencontré Ouais, donc Francis Ingrand qui est à la tête de Plugin Digital. Et bah, Plugin, en fait, c'est assez simple, hein. Au début, ils étaient surtout dans la distribution, avant de lancer aussi une partie éditeur qui s'appelle Dear Villagers maintenant. Mais à la base, en gros, c'était un peu en mode, ben, nous, on peut filer du financement, on accepte tout le monde à partir du moment où le jeu est pas trop dégueu. Donc, par contre, on distribue surtout, hein, on n'est pas un éditeur, mais si ça t'intéresse, on peut bosser ensemble, quoi.
Ok. Et ça, c'était le premier contact. Mais en fait, on a signé ensemble qu'en 2016, 2 ans plus tard. Ah oui, ok, ok. Oui, Et ok, mais ça veut dire que malgré le fait que vous étiez en train de faire le jeu, toi, tu t'étais déjà, enfin, tu savais déjà que le projet allait être ambitieux et que vous auriez besoin d'aide sur d'autres aspects de la production, en fait. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai été découragé dans la recherche d'éditeurs, c'est-à-dire que comme je voyais bien qu'en 2014, personne n'en voulait du jeu, en même temps, tu arrives avec un platformer en 2D, prototype, quasiment pas de graphisme. À côté, chez Microsoft, tu as des Ori Ouais. qui sont sur le point d'être annoncés à l'E3, parce que je me souviens, je m'étais pointé, il y avait, alors justement, ça c'est marrant cette anecdote. Je sais pas si t'as vu passer, toi, Nico, une année, il y avait la première année des Pégases, parce qu'il n'y en a eu que deux, donc c'est pas Oui, il n'y en compliqué. a eu que deux, donc En oui. fait, la première année, il y a un jeu, alors quel prix ils ont remporté? Je crois que c'était meilleur jeu indépendant, mais je suis pas sûr, donc il s'appelle Night Call, et en fait, il y Oui, a oui. le type qui est à la tête de ce projet, qui s'appelle Laurent Victorino, qui a fait un super discours Oui, je m'en souviens. ce soir-là. Ouais, Et en ouais. fait, ce mec-là, je l'ai rencontré en 2014 à la Game Connection. Et en fait, je ne le connaissais absolument pas. Mais en fait, il a adoré mes protos de Splasher. Et lui, il avait déjà un peu des contacts dans le Ok. business du jeu vidéo. Et il m'a, entre guillemets, un peu pris sous son aile en mode, bah vas-y, je vais te présenter à un tel, un tel, un tel. Et en gros, il m'avait présenté à une meuf. Alors, c'est assez culte parce qu'en gros, cette dame s'occupait des third parties chez Microsoft. Ok. Et en gros, je me suis retrouvé parce que en gros, lui, il lui avait dit, bah écoute, là, il y a ce mec-là, il a un jeu qui a l'air cool, tu devrais discuter avec lui et tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est clairement, quand on a commencé à discuter, je voyais bien que je lui faisais perdre son temps. Genre, la meuf, elle regardait tout le temps son téléphone, elle m'écoutait à peine. Et en fait, elle, très clairement, euh, très clairement, enfin, tu sais, ces personnes-là, en fait, ils s'occupent de signer des très très gros trucs. Tu sais, si je Oui, te oui, parlais oui. de Ori tout à l'heure, le Oui, third party de Microsoft, c'est ça en fait. oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire Oui. qu'ils vont signer les gros trucs, quoi. Et donc, du coup, Laurent, il était trop content parce que, pas au début, après je lui ai raconté, mais parce qu'il s'est dit, bah on sait jamais, tu vois. Mais lui, il savait Oui. très bien que c'était perdu d'avance, mais il se dit, bah on sait jamais, je connais cette personne, je connais cette dame. J'ai ce petit indé qui a envie et on sait jamais sur un coup de cœur ça peut marcher quoi. Mais en fait c'était une catastrophe. Pas du tout. Euh, et, euh, et voilà, enfin bref, c'est des anecdotes marrantes comme ça. Et du coup, non, mais j'avais un petit peu baissé les bras parce qu'ensuite j'ai fait d'autres événements, j'avais rencontré des éditeurs aussi. On avait fait avec Richard, on avait été invité parce qu'en fait j'ai un. Pareil, ça vient aussi de Rayman. On avait donc il y a un pote de cette époque-là qui est parti bosser sur Minecraft chez Mojang. Et en gros, Mojang, tous les ans, alors je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, mais tous les ans, ils organisent la Minecraft Convention. Oui, oui, je crois Et que en c'est fait, en la Minecon. 2015, c'était à Londres. Et donc justement, ce qu'ils font en interne là-bas chez Mojang, alors peut-être qu'ils le font plus, mais en fait, ils avaient à la Minecraft Convention, donc c'est une énorme convention où ça parle que de Minecraft, mais il y a enfin un petit, c'est quand même un gros stand, hein, mais il y a un espace jeux vidéo indé, Ok. et ils font venir des indés du monde entier. Et la façon dont ils procèdent, c'est que les gens sont invités, donc tu payes pas ta place. Heureusement, parce que un ticket à la Minecraft Convention, c'est pas un ticket à la Japan Expo, tu vois, c'est genre 300 balles minimum, quoi. Ok. Et, euh, et tu vois des trucs hallucinants, c'est genre, à un moment, il y a un père de famille, parce qu'en fait, ils voyaient qu'on avait des passes, et en fait, il y a des gens, ils viennent, ils ont pas de, tu sais, ils ont pas de place Ouais. parce qu'ils n'ont pas pu en acheter sur Internet. Et du coup, ils demandent aux gens si on accepterait de leur vendre nos places. Ah oui, Et d'accord, oui, donc, oui. on se faisait alpaguer, on s'est fait alpaguer 2 fois par des pères de famille. Et il y en avait un, notamment, il avait emmené toute sa famille depuis Sydney en Australie. Donc, ils avaient déjà payé les billets d'avion. Et le mec, il était prêt à lâcher 600 livres pour avoir notre place, enfin notre badge pour une journée, quoi. Tu Oh là vois, là. des trucs. Mais évidemment, on pouvait pas lui filer notre badge parce que sinon on pouvait plus rentrer. Oui, oui. Enfin bref, non, mais Minecraft, c'est hallucinant, hein. Euh, c'est, euh, Et en fait, on se demandait un petit peu ce qu'on foutait là, mais voilà. Et en fait, en gros, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'en interne, ils font une liste, les gens proposent des indés, ils font Hmm. une liste, et ensuite ils invitent les indés qui sont dans la liste. Ok. Donc on s'est retrouvés invités là-bas.
Et alors c'est pareil, c'était très bizarre parce qu'en fait, on était entouré d'indés qui, pour certains, ont eu de très, très gros succès. Genre, par exemple, il y avait, notre stand était collé à celui de Allboy. Je sais pas si tu connais, Oui, 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 je Allboy? connais, ouais. Donc on avait rencontré les devs et tout, on avait discuté et tout, c'était sympa. Juste à côté, on avait Starband, derrière, on avait, Ah oui, Gang Beast, devant, on avait, Mike Bizel avec son nouveau jeu, machin, enfin bref. Et on était là genre: «Waouh, qu'est-ce qu'on fout là?» ouais. et et donc justement, on avait rencontré aussi des éditeurs, anglais, notamment, Curve Digital et puis un autre. Hmm. Et pareil, c'est des gens qui disent enfin, des fois, tu tombes sur des gens qui disent qu'ils sont intéressés et puis finalement, après, le contact, il perdure pas trop et puis en fait, Ouais, tu laisses tomber, quoi. ouais. Hem et voilà, Donc, donc bon, tout ça pour dire, un gros détour, tout ça pour dire que j'ai un peu abandonné la recherche d'éditeur en 2015 et puis finalement, bah, comme je disais tout à l'heure, on a quand même signé avec Plugin en 2016, quoi. ok. Et du Mais c'était coup, c'était une volonté réelle, hein, de bosser ouais, avec un ouais. éditeur, ce que j'avais un peu abandonné, quoi. Ok, ok. Et du coup, donc, vous faites votre prod, vous signez en fin de prod, vous arrivez à sortir le jeu. Euh, Premier jeu en studio, enfin, premier jeu en indé, le jeu sort. Il me semble que la critique est pas mal quand ça sort. Enfin, moi, j'ai des souvenirs qu'au niveau critique, il avait été bien reçu. Peut-être que c'était que Ouais. dans ma cloche fermée, mais j'ai un souvenir que c'était quand même bien reçu niveau critique. Dans ta Euh, sphère, la Nicosphère. non, 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 mais c'était tu sais que sur les pas que la réseaux, Nicosphère. non, mais quand sur les réseaux, on te resserre toujours la même chose, quoi. Enfin, ce que tu likes, le réseau te le resserre systématiquement avec les algorithmes. Bref, donc moi, dans mon souvenir, dans ce que j'avais lu et vu, euh, ça avait été bien reçu. Et du coup, toi, enfin vous, qu'est-ce que vous en ressortez de cette expérience une fois que le projet est sorti, que le bébé est délivré Et ben, en fait, c'est marrant, mais tu passes par plein d'émotions différentes. C'est génial, c'est trop la déprime, quoi. Ok, En fait, en gros, ce qu'il y a, c'est comme si pendant 3 ans de développement, euh, t'avais pas trop d'impact émotionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, tu tiens à ce que tu fais, mais en fait, tu es tellement concentré sur ce que tu fais, tu es tellement la tête dans le guidon que tu prends pas suffisamment de recul pour avoir vraiment pour savoir vraiment ce que tu en penses de ce qui se passe, quoi. ouais. Et c'est qu'après que tu réalises. Et oui, Quand quand tu te ça dis: tombe, «Merde, ouais. putain, c'est enfin 3 années de ma vie qui s'achèvent». Enfin, 3 années, c'est énorme, c'est tout le lycée, tu vois? C'est Ouais, quasiment tout le ouais, collège. Enfin, tu vois, quand t'es assez jeune, 3 ans, c'est pas rien. Bon, quand tu vieillis, un peu moins, mais, ouais, complètement. mais c'est énorme, quoi. Et en fait, quand ça sort, c'est un mélange de soulagement, de joie, mais en même temps de tristesse parce que tu as l'impression de ressentir un espèce de vide, comme si tu avais plus de but dans la vie, tu vois? Ouais, Et en plus, au début, bah, les critiques sont super cool, donc du coup, tu es, «Waouh, c'est génial!» mais le problème, c'est que les ventes, elles sont pas ouf. Donc du coup, ouais, tu es tiraillé entre: «Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce que j'aime?» et c'est génial, la critique, est super bonne». Je dis: «Bah oui, la critique est super bonne, mais si le jeu se vend pas, bah, ça sert à rien. Ouais, c'est quand même un peu la fin du game, quoi, parce que ah j'avais oui, pas du tout envie d'aller bosser dans une autre boîte. Du coup, les ok. émotions Ouais, très sont un peu, mitigé. sont un peu mixées, quoi. Ouais, C'est très, c'est un peu le roller coaster finalement, heu, mais ouais, il y a une petite période un peu dépressive, mais ça, c'est classique, tu sais, des gens qui bossent beaucoup et puis que tout d'un coup oui, bossent oui, plus, tu d'un vois? coup, tu bosses plus. Tu envie de prendre des vacances, mais en même temps, les vacances, ça te déprime un peu, enfin, tu sais, donc tu sais pas trop quoi Ouais. faire, en fait. Tu sais, c'est une espèce de période grise, un peu nulle, tu vois? Ok, mais ok, donc il en ressort ça, et du coup, on en arrive à ben, ce qui m'avait fait tilter sur le projet Sbires, qui n'est plus du tout Sbires, c'est que pendant la globale, c'était 2018? Non, si 2019, 2018. Je ne sais plus quel Global Game Jam. Euh, 2019, 2019, 2019. 2019, En plus, je t'écoute 2019. depuis tout à l'heure, je t'aide même pas, tu sais. Non, Ouais, non, c'est ça. mais j'essaie de me souvenir. Euh, donc pendant la Global 2019, bah, alors, pour si les gens vont se poser la question, on n'était pas du tout dans les mêmes locaux, mais bref, on fait la Global en parallèle. Du coup, moi, je regarde les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils se postent, machin.
et tu postes un petit proto, mi-Pikmin, mi-Populous, enfin bref, un truc que j'arrive pas à identifier pendant que c'est en dev, pendant la globale, mais que je trouve très très mignon. Non identifiable. Non identifiable pendant la globale, et, je sais pas, non pas quelques semaines, quelques mois plus tard, ben, une évolution de ce proto ressort et est annoncée, pas sur ton compte Twitter privé, mais sur celui de Splash Team, et Sbears naît, entre guillemets, et du coup, ce dont on a parlé un petit peu, c'est que il y a eu cette jam, et cette jam, moi qui pensais que elle avait généré l'idée du jeu, pour toi, tu m'as plutôt dit qu'elle avait généré une création d'équipe, en fait, de rencontre entre des personnes. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, le jeu, donc Sbires, qui aujourd'hui, qui maintenant est devenu Tinykin, Tinykin, ouais. enfin, n'a quasiment plus rien à voir avec le projet d'origine, si ce n'est le fait de euh, grandir un groupe de petits personnages qui suivent le personnage principal et Ok, qui va être utile pour progresser dans le jeu. Donc, cette notion-là était quand même présente au début. ok, Mais ensuite, ça a complètement changé. À la base, ça se destinait à devenir un roguelike en vue top avec des ok. niveaux générés procéduralement. Donc, ce qui n'a plus, enfin, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui puisque maintenant c'est un platformer 3D axé sur l'exploration avec des niveaux faits à la main et il n'y a Oui, absolument rien de procédural et c'est beaucoup plus vertical puisqu'avant c'était une map donc vue quasiment top, hein, donc un peu à la Don't Starve en fait ouais, finalement. ouais. Alors que là on est plus dans un là c'est plus devenu du entre guillemets du Ratchet et Clank, tu vois? Ouais, On est passé ouais. de Don't Starve à Ouais, Ratchet et ouais. Clank. J'avoue. Voilà. Et donc, sur ce truc-là, ce qui va être intéressant, enfin, moi, ma question, c'est, euh, du coup, il y a l'expérience Splasher qui est un truc, enfin, vraiment à la sauce indé, peut-être pas des années 2000 parce que vous étiez pas dans un garage, mais, mais une petite team qui fait ça dans son coin. Là, le projet est déjà beaucoup plus ambitieux. Euh, et du coup, là, il a été annoncé, donc le 3 est passé, si vous l'avez pas vu. Il y a eu l'éditeur a annoncé le jeu avec le titre, etc. Euh, la jam se fait, l'équipe se construit, le proto évolue. Est-ce que de suite, vous savez que vous avez cette ambition-là de faire un jeu plutôt... Enfin, là, au niveau production, on sent que il y a beaucoup plus de moyens sur les trailers, sur les dernières images du jeu, etc. Là, j'ai vu même tout à l'heure, c'était tout à l'heure ou hier, je sais plus. euh, il y a des petits stickers Instagram que tu peux mettre en filtre. Enfin, il y a beaucoup plus de choses, en tout cas, qui entourent le jeu. Ou est-ce que cette ambition-là, elle est présente dès le début? Une fois que l'équipe est créée, je veux dire. Alors tu veux dire l'ambition de faire beaucoup de choses à côté du jeu Bah, en fait, ou de faire de ce jeu un projet plus gros et du coup beaucoup plus visible et du coup avec beaucoup plus d'à côté, enfin ça c'est ce qui en découle. Mais je parle vraiment de l'ambition ben, même du projet. à l'origine, il n'y avait pas autant d'ambition. Mais ça, c'est parce que je voulais garder, et ça faisait un peu partie du deal au départ avec les quatre personnes qui étaient à l'origine, enfin, même plutôt trois d'ailleurs, puisque on a surtout repris le projet à trois après la Game Jam. Et en fait, le deal, c'était un peu de le faire un petit peu comme Splasher, c'est-à-dire avec les moyens du bord, avec Ok, beaucoup de liberté, pas forcément d'éditeur, et essayer de pas mettre trop de temps à le faire et ensuite de le sortir et voir ce que ça donne, quoi. Ce qui ok, était une très mauvaise idée parce que, en fait, finalement, si c'était resté comme ça aurait été un peu une régression. C'est-à-dire que, après on va dire la réussite critique de Splasher et aussi commerciale dans une certaine mesure parce que c'est sur quand le même long terme. grâce à Ouais. pardon? Est-ce que comme beaucoup d'indés sur le long terme au final, Splasher vous a Oui. permis de faire un autre jeu en fait. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Alors ouais, pas exactement, enfin, mais en tout cas, ça m'a permis de vivre, correctement pendant, toutes les années qu'on suivit, ouais, donc ouais. ça, c'est cool.
Et pareil pour Richard d'ailleurs. Sauf que, finalement, à moins de faire une suite à ton jeu, heu, partir d'un projet qui était assez ambitieux, que tu as sorti, qui a eu une bonne réception, pour retourner à quelque chose de plus modeste, je dis pas que c'est forcément un échec et ça peut être cool aussi de revenir à Hmm. des plus petits projets, mais je considérais pas Splasher comme un projet énorme, tu vois? Mais j'avais quand même envie de faire un truc un peu plus gros. Ok. Heu et ce qu'il y a, c'est que là, la toute première version de Sbires, en fait, c'était pas assez ambitieux, quoi. Et puis, en plus, on était parti dans un truc qui nous parlait moyen. Enfin, le côté roguelike, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est il y a des mécaniques qui fonctionnent bien, mais c'est un peu une mode, en fait, depuis Ouais. quelques années et en fait, suivre des modes comme ça, c'est un peu chiant des fois, surtout quand c'est pas le genre de jeu auquel tu joues beaucoup. Ouais. Et puis le côté niveau généré procéduralement, alors c'était sympa pour le défi technique, mais en vrai, en termes de game design, c'était hyper casse-couille. Ok. Donc voilà, au bout de quelques mois, cette première version du jeu a été complètement abandonnée et en fait, on la reboot, Ok. hein, tout simplement. Et par contre, c'est à partir du reboot que là, c'est devenu beaucoup, Ah, beaucoup plus ambitieux, d'accord. tu vois? Parce que Et quand donc, c'est devenu un platformer 3D, là, enfin, qui reprenait toujours la base d'avoir les petits persos avec ouais. nous, qu'on pouvait envoyer sur un peu à la Pikmin, mais à partir du moment où c'est passé en 3D et que c'est devenu plus platformer exploration, là, on s'est dit: «Bon, il y a pas moyen, il faut un éditeur, il faut que Oui, ce soit voilà, c'est sérieux, ça. il faut un vrai budget, il faut que ce soit un gros truc, quoi». Ok, Et donc ouais, dès le reboot, vous avez la volonté, enfin vous avez le besoin d'avoir une aide financière et marketing, etc. pour aller au bout de vos ambitions en fait. tout à fait. Euh, du coup, je regarde l'heure, ça, on arrive à la dernière question, qui est beaucoup Oh plus my god. générale, Des qui est beaucoup plus, chats! eh oui, qui est beaucoup plus générale. Et après on passera à la FAQ évidemment, qui est beaucoup plus générale, et c'est ce dont on avait parlé tout à la fin de notre discussion pré-interview. Euh, L'indé qui a pour genèse Bread, euh, Fez, Permit Boys, enfin, en tout cas un indé populaire, le jeu indé populaire. Avant, évidemment, il y a les jeux Flash, il y a les jeux web, etc. Il y avait beaucoup de jeux avant Steam et avant le Xbox Live Arcade. Mais cette image de gens dans un garage ou dans leur chambre qui font un jeu corps et âme à s'en flinguer la santé et qui deviennent millionnaires, euh, ça a beaucoup changé et évolué. Et aujourd'hui, en fait, un studio indé, ça ressemble plus à une recherche d'éditeur et une recherche pas d'investissement, mais beaucoup de studios indés fonctionnent à la vertical slice, à ce truc de on a une idée, on va se payer le temps d'illustrer cette idée, et ensuite il faut qu'on fasse le travail d'aller chercher quelqu'un qui va nous appuyer pour la concrétiser. Et du coup, la question c'est l'évolution de la scène indé des années ouais, 2000 à aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu t'y retrouves? Quand t'as dit, voilà, on a reboot, il nous fallait absolument un éditeur, du coup, on a fait en sorte d'aller en chercher un, et vous en avez eu un. Est-ce que cette évolution-là, ton état d'esprit de à Ubisoft, t'avais envie de faire tes jeux tout seul et t'en as fait un tout seul? Est-ce que c'est une chance d'avoir fait ce splasher presque tout seul? Ou est-ce que la situation actuelle, tu la trouves mieux et t'es plus à l'aise à te dire, ben, on paye nous-mêmes un petit truc et on va demander de l'aide? Enfin, on va demander de l'aide, on va chercher de l'aide. Euh, En fait, je dirais pas que c'est mieux ou moins bien l'un ou l'autre. Oui, oui, oui. C'est juste qu'il y a des gros avantages à l'un et pas à l'autre, et inversement. Ils sont. Euh, de Explique-nous. quoi? Explique-nous, explique-nous. Je veux dire par là. Explication, explication. Alors, explication. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, bah, tu sais, tu parlais de l'évolution de la scène indé, et toi, tu parles 2000, mais finalement, justement, début 2000, il y a eu un creux. C'est-à-dire que des indés, il y en avait beaucoup qui faisaient des choses dans les années 80 sur les Oui, Amiga, Amstrad, Atari, c'est vrai.
et compagnie. Hem, dans les années 90, un petit peu aussi, beaucoup en France, avec des gens comme, Éric Chailly, des Paul Cuisset, Frédéric Reynal, et cetera. Complètement. Et ensuite, il y a début 2000, quasiment jusqu'à 2010, c'était un gros creux. On entendait beaucoup parler des grosses boîtes, pas beaucoup des développeurs indépendants. C'est vrai. Et ça a commencé à la fin des années 90, hein, cette tendance. D'ailleurs, quelqu'un comme, Éric Chahi, par exemple, il l'a bien vécu puisqu'il a fait ses jeux à lui jusqu'à la sortie d'Another World, et puis ensuite c'est devenu, la grosse machine, avec Oui, Heart of Darkness, et puis ensuite Ubisoft avec From Dust, et complètement. cetera. Donc, Ouais, ouais. on voit un peu l'évolution de quelqu'un qui a commencé solo et qui ensuite, probablement aussi par envie de faire des projets plus ambitieux, s'est rendu compte qu'il pouvait plus tout faire tout seul finalement. Ouais. Et oui. Et donc ça c'est une chose. Mais, ce qu'il y a, c'est que donc effectivement, il y a eu ce creux quand même assez important entre 2000 et 2010, et c'est commencé à revenir petit à petit, donc avec les jeux flash sur internet, mais, en grande partie, aussi avec le Xbox Live Arcade, et des jeux comme Braid, Super Meat Boy, qui sont sortis donc, vers 2008-9, enfin Braid c'était 2008, Meat Boy 2010 je crois, mais, enfin voilà, c'était un peu le début du retour des gens qui font des jeux tout seuls, quoi. Ouais. Mais ça a été de nouveau rendu possible parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, les gens, pour se distribuer, ils passaient par des éditeurs. Mais à l'époque, faire un jeu dans les années 80, c'était comme écrire un bouquin. C'est-à-dire que tu arrivais avec ta petite disquette, c'était pas un manuscrit, pour le bouquin, mais tu arrivais avec ta petite disquette, le mec, chez l'éditeur, il testait ça viteuf et il te disait OK, et tu signais direct, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, c'était hyper simple et rapide, quoi. Ensuite, ça s'est complexifié, et c'est là qu'il y a eu beaucoup moins d'indés, solo ou de très petites boîtes, parce qu'il fallait avoir une structure importante pour pouvoir sortir des jeux, et la tendance a commencé à changer, donc justement fin 2000, début, des années 2010, parce que ça a été l'émergence, des plateformes, qui vendent des jeux sur internet, et notamment aussi consoles comme donc le Xbox Live Arcade, le PSN et compagnie. Mmh. Et en fait, je dirais que nous, avec Splasher, on arrive un peu à la «fin» entre guillemets d'une De cette époque, ère-là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. voilà, de cette ère-là où tu pouvais encore vivre d'un petit platformer fait à 2, chacun chez soi, entre guillemets «dans un garage». Oui, Et oui. en fait, je suis très content de l'avoir fait parce que c'était un truc que je rêvais de faire. Et j'imagine. Mais, c'était pas non plus Indie Game The Movie, tu vois? On n'en a Ouais, pas ouais. vendu des millions, Ouais. on n'est pas devenus des superstars du jeu vidéo, tu vois? Mais on a quand même fait un truc qu'on avait envie de faire, et c'était un peu finalement la fin pour faire ça, parce qu'en fait, le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement de jeux, il sort tellement de trucs tous les jours, que c'est quasiment impossible d'être visible, et réussir à vivre d'un jeu que tu as fait seul ou juste avec un pote, ben, t'as en fait, autant jouer au loto, quoi. Ça Oui, revient un oui. peu au même, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que, ben, alors je la conjoncture a fait que les éditeurs sont de nouveau redevenus hyper importants pour les indépendants, qui du coup, ne sont plus forcément totalement indépendants des fois. Mais c'est un peu, entre guillemets, «le prix à payer» si tu veux avoir de l'ambition et faire certes tes propres jeux, mais avec des moyens, et aussi surtout, moyen ou pas, être visible, quoi. Parce que la en général, un bon éditeur, il va avoir une force de frappe, marketing, qui va permettre de te mettre en avant. Bah, nous, par exemple, Tinykin, voilà, PC Gaming Show, Le trailer d'une 3. minute, Ouais. en grande pompe, machin. Bah, on n'aurait jamais pu avoir ça si on n'avait pas bossé avec un éditeur, par exemple, tu vois? Bah, bah, Et vu les ambitions et les moyens mis dans le jeu, très clairement, il faut qu'on ait l'appui d'un éditeur pour réussir à le vendre, parce que sinon on va couler la boîte, quoi, tu vois? mais est-ce que du coup, enfin, enfin, pour moi, ça me saute aux yeux. L'éditeur aujourd'hui, il est pour moi, et je veux savoir ce que tu en penses, nécessaire pour la visibilité, parce que sinon, au niveau technique, on peut faire même des très gros jeux dans son garage maintenant. Enfin, je veux dire, c'est plus l'accès à la connaissance, l'accès à la technologie et l'accès à la puissance de calcul, il est là en fait. Enfin, il est à peu près disponible pour tout le monde. Alors, les outils existent et sont, gratuits, Et accessibles en tout cas, oui, c'est ça, oui, oui. mais toujours est-il qu'il faille savoir s'en servir. Oui, C'est-à-dire que la oui, connaissance, elle reste, difficile d'accès, ça demande de l'expérience, ça demande, beaucoup d'investissement,
personnel pour les gens qui sont Oui. dans les équipes, pour se former, et cetera. Et ce qu'il y a, c'est que, ben, il n'empêche que quand tu as besoin d'une équipe pour faire un jeu un peu ambitieux, bah, ces gens-là, il faut les rémunérer. Donc Oui. et donc certes, tu peux faire des jeux qui ont de la gueule tout seul avec Unreal si tu as une bonne sensibilité à la fois artistique, mais aussi au gameplay, que tu es capable de correctement utiliser le blueprint, que tu es machin, que truc. Enfin, ça fait quand même beaucoup de compétences à Oui, oui, je suis maîtriser solo. Et du d'accord. coup, ben, OK, il y a des machines de guerre qui sont accessibles à tout le monde, mais il faut pouvoir l'utiliser, la machine de guerre. Et souvent, pour faire tourner une machine de guerre, bah, il faut une équipe qui Eh va oui. avec, quoi. Il faut Ouais. une petite armée, quoi, en fait. Et cette armée, elle coûte cher. Et tu vois, c'est comme si demain, on te disait, bah voilà, Nico, on te file tous les outils et tout le pipeline de prod de Assassin's Creed. Ouais. Genre, t'as accès à tout, tu vois, t'as accès à Mais je tout, suis tu tout peux faire ce seul. que Mais tu je veux. suis tout seul. Mais t'es tout Ouais. seul, bah tu vas Eh pas en ouais. faire grand-chose, en fait. Je suis Tu d'accord. vois? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est très bien dit. Donc Euh, et après, c'est toujours possible de faire des petits jeux, Ah oui, d'ambition modeste, solo, complètement. parce que tu peux faire tu peux faire de toutes les tailles de projet avec Unity et quasiment pareil avec Unreal, même si Unreal, c'est quand même beaucoup fait pour les gros trucs. Oui. Mais voilà, tu peux faire des projets modestes avec les 2. Le problème, c'est que à moins d'avoir l'idée du siècle, genre, je sais pas, Baba Is You ou de Ouais. sortir un chef-d'œuvre à la Céleste qui arrive une fois tous les 20 ans, ben non, les petits jeux faits par, 1 ou 2 personnes, c'est terminé, en fait. Enfin, on vit Mais pas là, de ça, quoi. là, tu me. Parce que Céleste, oui, Céleste, c'est un chef-d'œuvre dans un genre très ancré. Mais Baba Is You, il s'est vraiment vendu. Parce que pour moi, Baba c'est du Is You, génie, hein. ouais. Ouais, il s'est Ah mais c'est vendu du quand même. génie et il y a eu un gros succès, ouais, ouais. Alors après, c'est pas forcément des dizaines de millions de ventes non plus, mais Ouais, attends, cinq je cent regarde mille, un juste le million, selon chiffre. Steam Spy. Ce qui est déjà pas mal. Ah, il Ce qui c'est est déjà pas vraiment mal pour bien. un jeu C'est fait par une vraiment bien. personne, Ah, il c'est vraiment bien. Ok, heu, ok, ok. combien il a de reviews ce petit Baba Is You là sur Steam? Calcul, avant. Ah ouais, Euh, franchement, 11 500 reviews, ah oui, 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 c'est oui, oui. Oui, ça, c'est très oui. honorable. Enfin Ouais. voilà, tu vois, c'est le genre de succès, c'est encore possible. En fait, tout sera toujours possible, faut le savoir. Tout sera toujours possible. Oui. Gagner au loto, c'est possible. Oui, oui, non, mais ça, c'est juste que ça va devenir de plus en plus rare. Mais Ok. Eh voilà. ben, c'était hyper intéressant. L'entretien égoïste entre nous deux est fini. Nous passons Ah, à quel la dommage. FAQ. Le chat, ça y est, je vous lis. Donc je remonte un peu. Hello, hello, la la na, gna gna gna. J'ai fait la grosse aventure à l'époque, j'ai vraiment beaucoup aimé l'humour et je pense que c'est la meilleure utilisation de la licence avec Mario et les lapins crétins. Tolrag qui nous dit ça, ok. Ensuite, Harmony qui nous dit que l'éditeur, je pense, il permet quand même d'avoir une vision, du recul et d'éviter de passer 5 ans sur un jeu qui part dans la mauvaise direction. C'est vrai. Euh... Tolrag qui lui répond, c'est ce que je répète souvent, notamment par rapport aux jeux qui sont crowdfundés. Dans certains cas, ça s'éternise, ça se perd et ça sort jamais sans guideline. Alors Simon qui vient troller Simon qui est directeur artistique sur Tinykin. Timon, Timon. Le Simon. mélange de Tinykin et de Ouais. Simon, ça fait Timon. Et oui, Simon qui est le DA de Combien Tinykin, de temps de effectivement. dev avant le dernier reboot? Sur Tinykin du coup? Ah bah oui, oui, c'est une question intéressante. Vraie question en fait. Et ben, le dernier, bon, il y a eu qu'un reboot, hein, mais bon, Oui, après, oui. on a des running gags sur les reboots en interne, parce qu'on a des gens qui ont bossé dans d'autres studios montpelliérains qui ont rebooté au moins 4 fois leur projet. Mais non, non, bah, nous on a rebooté, donc quand le jeu est devenu un platformer 3D axé explo, plus qu'un roguelike vue top, donc c'était on va dire en gros en octobre 2019. Donc on avait travaillé 6 mois à peu près avant dessus. Et encore, enfin, 6 mois, mais pas forcément à temps plein. Enfin, on va dire qu'il y a eu 3-4 mois un peu intenses dessus avant qu'on décide de changer de direction, quoi. Ok. Alors Tolrag, ma question n'est pas évidente à répondre et peut-être un peu lourde. Comment gères-tu le fait de gérer slash co-gérer une grande équipe pour la première fois? Ouais. Et ben c'est pas évident. Et heureusement que Marie est là. Donc voilà. Voilà, c'est pas Euh, évident.
Voilà, et non, non, mais en fait, on est très complémentaires. On est même très, très, très complémentaires, puisque Marie est aussi ma compagne, Ben voilà. ma formidable compagne. Et donc, on dirige le studio tous les deux. Ça se passe super bien. Et ouais, ouais, en fait, gérer ça tout seul, je pense que j'aurais pas pu, tout simplement. Parce que c'est Ok. déjà très compliqué, Slasher, de gérer le peu de personnes qui ont travaillé dessus. Donc ça, c'est une chose. C'est bien de co-gérer. Par contre, bon, quand il y a des désaccords, ça peut être chiant, mais en général, ça se passe bien. Euh, et, euh, et voilà, mais moi je trouve ça Cool. cool, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a euh, où tu es entouré des bonnes personnes pour pouvoir déléguer, pour pouvoir répartir les tâches et tout, et pas tout prendre sur ses propres épaules, bah ça roule, quoi. Et au contraire, c'est super cool de changer de taille de projet, quoi. J'avoue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, le chat, avant de clôturer cette interview? Attends, il y a un petit délai, d'habitude. Hop. Le petit délai du chat. Non, pas d'autres questions. Et peut-être qu'il y a des gens qui hésitent. Les gens qui n'ont pas parlé depuis le début, qui sont en train de lurker. Bon, on va dire qu'il n'y a pas d'autres questions. Et ben du coup, Romain, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. C'est très très cool. Et merci à toi. Euh... T'as déjà posé les questions que je me posais. Ah, je suis là pour ça en vrai. Euh, Du coup, la rediffusion sera en ligne dès demain normalement. Je vais essayer de faire ça vite. Euh, et, euh, et voilà. Merci à tous, merci à toi, et à plus.